J'avais un truc d'identité parce que, comme j'ai grandi dans des milieux avec peu de diversité, et on était toujours la seule famille noire du village, la seule fratrie noire du collège, etc. Bah, c'est aussi comme si quelque part je m'identifiais aux diasporas qui vivaient dans les cités. Cette image très féminine, je pense que ça reste une image sexiste, mais c'est ce que la société elle veut. T'es en mode, vas-y, tu peux te prendre une vague de commentaires haineux et c'est quand même de la violence, donc tu peux pas... Enfin, putain, c'est quand même... en soi, c'est violent, tu vois. Il y a rien aujourd'hui... Il y a d'autres artistes, c'est peut-être différent, mais moi, c'est la scène. Il n'y a rien aujourd'hui qui me procure autant de sensations de m'envoler, de planer. C'est un mélange entre le public et l'industrie, et les deux se nourrissent de freins à l'égard des meufs dans le rap. J'ai l'impression que dans le public, les auditeurs de rap, ils écoutent pas assez de filles. Bonjour à tous, vous êtes dans Diva le podcast, moi-même Barberiche, accompagné de mon acolyte Equinox. Comment tu vas? Ça va et toi, Barbu? Ouais, ça va. Là, c'est premier podcast de l'année. Exactement. On a une invitée de choix. Ouais, de choix, ouais. On peut le dire, ouais. Shani, comment tu vas? Ça va et vous? La forme? La forme et contente d'être là. À travers ce podcast, on va parler de ton parcours pour finir sur ton dernier EP. Ouais, Diamant Noir. Donc déjà, pourquoi juste Shani? Parce que c'est vrai que ton nom, il y a juste devant. Ouais, exactement. Bah, Shani, c'est mon prénom, tout simplement. Et juste Shani, c'est pour être mieux identifié en tant qu'artiste. Parce que des Shani, mine de rien, il y en a d'autres. Alors que quand je tape juste Shani, il n'y a que moi qui sort. Voilà. Ok, donc tu voulais vraiment avoir ce truc de... Il n'y a que toi. Voilà. Ramener cette singularité. C'est elle, voilà. Est-ce que tu peux nous dire comment tu tombes dans la musique? Ouais, carrément. En fait, depuis petite, à la maison, on écoute de la musique avec mes parents. Où ça? Petite enfance, c'était à Fresnes. Fresnes. Ouais, dans le 94. Après, quand j'avais 7 ans, on a bougé à Vissou dans le 91. Ok. Mais voilà, dès petite, dès que j'avais 3, 4, 5 ans, ils nous faisaient danser. On dansait devant les émissions de télé où, tu vois, il y avait les boys bands et compagnie. On chantait. Donc, je sais pas, on a toujours été baignés dans cette ambiance-là. Et après, moi, très tôt aussi, j'ai été passionnée de lecture et d'écriture. Et quand je dis très tôt, c'est genre 6-7 ans. Genre à 7 ans, j'écrivais des livres, tout, que j'agrafais. C'est beaucoup l'écriture, en fait, qui m'a... En fait, c'est vraiment genre l'amour de la musique, mais genre dans toute sa variété, plus l'écriture, plus après, quand j'ai commencé un peu à grandir, genre vers mes 10-11 ans, j'ai commencé à écouter beaucoup de R&B et de hip-hop américain. Ah ouais, qui ça? C'est quoi les refs? Genre Missy Elliott, Ciara. Et je pense qu'en fait, j'avais besoin aussi de modèles, tu vois, que je trouvais pas forcément femme, ici. Mais je suis tué un peu. Ouais, voilà, enfant des années 90, quoi. Et voilà, et du coup... Et puis après, en grandissant encore, ça, c'est vraiment... c'est progressif, tu vois, genre à l'adolescence, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à certaines problématiques sociétales et sociales. Et tout ce mix, ça fait que, entre aimer lire, aimer écrire, aimer le hip-hop, et en plus être intéressé par les problématiques d'inégalité et tout, vers 13 ans, j'écoute mes premiers sons de rap français et je suis en mode « Ah, ok !» Ça réunit tout ce qui grandit en moi depuis que je suis petite, en fait. Okay. Et voilà, donc du coup, c'est l'adolescence où vraiment j'ai embrassé le rap français à fond. Et comme j'avais déjà, de toute façon, cette démarche d'artiste où j'écrivais des poèmes, j'écrivais des chansons et tout, je me suis mis à écrire du rap, quoi. Tu parles de modèles qu'il n'y avait pas forcément à ton époque. Est-ce que toi, ça a pesé dans ton évolution, dans ta construction? De fou. En fait, j'ai quand même eu de la chance d'être une enfant très bien entourée, très aimée. Mes parents, ils m'ont toujours donné confiance en moi et tout. J'ai subi du racisme toute petite à l'école et tout, mais mes parents, ils étaient toujours là pour me dire « Non, t'inquiète pas, t'es génial, t'es... » Ouais, premier degré, hein. Clairement. Ah ouais? Ouais, à l'école, genre, Vissou, on joue pas avec toi parce que t'es noir. En fait, ouais, et puis j'ai toujours été dans des environnements où j'étais un peu la seule Renois, tu vois. Petite ville. Après, j'étais dans un collège privé catholique. J'ai toujours eu des environnements comme ça. Et vraiment, en primaire, je me faisais... Ouais, il y a des grandes qui me harcelaient en m'appelant chat noir. Bref, très inventive. Et du coup, j'avais quand même ce truc de grandir en mode, putain, genre, il y a que des blancs autour de moi.
est-ce que je suis belle, est-ce que je suis bien, on me fait douter, tu vois, parce que les enfants autour de moi, la plupart, ils étaient très cool, on était copains. Mais en fait, il suffit que t'aies 5% qui t'insultent et les autres qui disent rien parce que juste, ils ont pas envie d'intervenir et tout. Du coup, voilà, tu doutes de pourquoi t'es comme ça, tout ça. Et donc, heureusement, moi, mes parents, j'ai jamais eu de problème de confiance en moi et tout grâce à cet entourage-là. Mais ça m'a fait tellement de bien, en fait, quand j'ai vu pour la première fois des artistes femmes noires dans des clips et tout. Même, tu vois, là, que ce soit, je parle de la musique, mais même juste la culture en général, les films, la télé, les dessins animés, j'étais en mode... Moi, j'existe pas, tu vois, nous, on est, tu vois. Mais petite question, pour toi, la rappeuse française noire qui a été pour toi un modèle, c'est qui ? À l'époque. Franchement, honnêtement, il y en a pas. J'ai pas écouté, genre, j'allais dire Kazé, mais je crois qu'elle est suisse en plus, non ? Non, elle est française. Non. Elle est française, ok. Mais petit, j'ai pas écouté, j'ai découvert Kazé plus tard. Donc, non, franchement. Pas Lady Leslie. Non. C'était Strauss, non. Pas du tout, plus tard. Genre vraiment, dans ma vingtaine. Je resitue encore le. Non, donc vraiment petite, en artiste français, j'avais pas de figure issue de la diversité. Je crois les premières rappeuses que j'écoutais, c'était Kenya Arcana. Voilà, j'avais déjà 12-13 ans. Okay. Donc non, moi c'était vraiment Beyoncé, Missy Elliott, vraiment Ciara, les US, ouais, les US qui m'ont fait me dire waouh, en fait on est stylé, tu vois. Okay. Et moi je vais faire un petit parallèle avec du coup ce que tu as vécu dans ton enfance et je vais faire un bond dans le futur. Et est-ce que ce que tu as vécu dans ton enfance t'a forgé pour pouvoir faire face aux critiques que tu peux rencontrer via les réseaux? Ouais, de ouf, bien sûr, parce que je suis malheureusement habituée, quoi. Donc j'ai pris le temps de traiter ce genre d'informations, de pas remettre en question ma valeur à cause de ça. Après, sur les réseaux, voilà, c'est toujours... c'est bizarre parce que d'un côté, parfois, t'es en mode vas-y, tu peux te prendre une vague de commentaires haineux et c'est quand même de la violence, donc tu peux pas... putain, c'est quand même... en soi, c'est violent, tu vois. Mais faut faire la part des choses, c'est dire que c'est les réseaux sociaux, que les gens dessus ils se lâchent et que, encore une fois, ça remet pas en question. En plus, moi, quand ça m'arrive d'avoir des commentaires haineux, c'est toujours... c'est même pas 0,5% des commentaires, quoi. Enfin, en fait, face à ça, j'ai 99,5% de love. Mais juste quand tu vois la violence de certains commentaires, t'es en mode, mais c'est quoi ça ? Mais heureusement, franchement, je constate que ça me fait plus de mal. Ça me fait pas de mal, juste à la limite, je m'en sers pour dénoncer, pour genre sensibiliser les gens et dire, regardez dans quelle époque on vit, dans quel pays on vit, c'est encore... c'est réel, en fait. Ce dont on vous parle, c'est réel. Mais tu vois, quand j'écoute là un peu ce que tu viens de nous dire, là, je me dis, mais ça reste quand même compliqué. C'est-à-dire que jeune, on te pointait du doigt, du coup, pour ta couleur de peau. Et aujourd'hui, dans l'industrie, on peut dire aussi que t'es un peu pointé parce que t'es une femme. Bah ouais, bien sûr. Ouais. Donc on s'en sort. Je peux pas m'en sortir. Ouais, c'est ça, en fait. Ah non, c'est chiant. Mais moi, là, je suis en mode... Pour moi, je suis en mode, vas-y, c'est la fatalité, c'est comme ça. Hein. Tant pis, ça m'empêchera pas d'être heureuse, tu vois. Mais juste, je me dis, ouais, fais chier. Je joue avec les cartes que j'ai, quoi. Mais après, bon... Moi, j'avoue que quand même, ça me donne aussi un moteur. Ça me donne aussi, tu vois, une cause, un truc dans le ventre que peut-être d'autres personnes ou d'autres artistes n'ont pas, tu vois. Et je pense que quand même, chaque artiste est poussé par son vécu. Et moi, c'est quand même mon vécu qui a fait finalement que je suis rappeuse, en fait. Tu vois, j'aurais peut-être pas eu autant de choses à exprimer si j'avais pas vécu ça. Donc, du coup, t'es rappeuse. Tes premiers textes, ça parlait de quoi ? D'inégalité sociale, vraiment. Je sais pas. En fait, genre... parce qu'il y a autre chose aussi. Mes premiers textes de rap, je pense j'avais 15 ans. Donc au Quelle lycée. année ? Dans les années 2010. Ouais. Dans les années 2010. Buté à la section d'assaut. Et à Kerry James, Youssoupha. C'est vraiment les premiers artistes que j'écoutais, Kenya Arcana. Enfin voilà, des choses plutôt engagées. Et en fait, j'étais dans une sorte de croisade quand j'étais adolescente sur la jeunesse issue de l'immigration. En plus, moi, il y a un truc, vraiment, j'ai dit là, c'est comme si j'étais chez le psy. J'avais un truc d'identité parce que, comme j'ai grandi dans des milieux avec peu de diversité, et on était toujours la seule famille noire du village, la seule fratrie noire du collège, etc. C'est aussi comme si, quelque part, je m'identifiais aux diasporas qui vivaient dans les cités, etc. Tu vois. Alors qu'en soi, c'est pas le même milieu social et tout, mais... je sais pas, genre, en gros, parfois au collège, j'entendais des choses qui me choquaient sur, des discours sur les racailles et trucs. Et genre, je voyais que c'était toujours, qu'en fait, mes camarades blancs, ils parlaient au calme des Noirs et des Arabes de cité en mode, ouais, nanani.
Et moi, ça me révoltait, ça, tu vois. Donc, mes premiers textes, ça parlait de ça. Ça parlait de... Je faisais des storytelling, genre... Hakim est dans la cité, il est né ici, nanana. Donc voilà, moi, j'étais vraiment... Genre, c'était mon combat et tout. Ouais, mais tu vois, ce que tu traduis là, pour moi, je trouve que c'est hyper profond. Parce que y avait ce côté identification. Ouais. Tu vois, même si tu venais pas des mêmes milieux que ceux dont tu parlais, mais il y avait quand même ce lien qui était très naturel. Et ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que tu ne t'inventais pas de vie. Non, pas du tout. Bien sûr. C'est ta nature. Non, pas du tout. Je sentais que j'avais plusieurs influences dans mon identité et j'avais envie de les faire se rencontrer et j'avais vraiment envie de sensibiliser les gens autour de moi, en fait, sur ce qui était mon vécu, en fait, et le vécu des personnes racisées, finalement, tu vois. Et du coup, ça a été comment la première fois que quelqu'un a écouté ton texte et la première fois que quelqu'un t'a écouté sur scène? Alors, il y a 2 fois qui m'ont marqué, là, pour illustrer ça. La première fois qu'on a écouté mes textes, je pense que c'était ma famille. Et en gros, je crois que j'avais 17-18 ans, je venais d'entrer à la fac. Et j'avais écrit... En fait, c'est comme si, genre, au lycée, j'avais écrit 2-3 textes de rap, mais bon, je gardais pour moi, tranquille, quoi. Et vers 17-18 ans, je me suis dit, waouh, là, j'ai écrit un truc, c'est chaud. Avec du recul, vraiment, c'est un texte dont j'aurais honte, tu vois. Mais je sais pas, c'était mon premier texte vraiment en mode de ego trip, instru, trap et tout, genre le truc sérieux. Et je rentre après les cours et je dis, ouais, asseyez-vous au salon et tout, papa, maman, mon petit frère, ma petite sœur, là, je vais vous montrer mon texte de rap et tout. Et je fais ce texte, tout le monde est assis et je sais pas, ils sont choqués, agréablement choqués, tu vois. Et c'est trop... En fait, je me souviens de ce truc comme si, waouh, c'était institutionnalisé, c'est asseyez-vous. Alors qu'en fait, depuis petite, je faisais des spectacles. Mais en fait, là, il y avait un truc de... Comme si c'était un coming out, tu vois. Genre, là, ma famille, asseyez-vous, je suis rappeuse maintenant. Tu vois. Alors que depuis petite, je chantais, je dansais et tout, tu vois. Donc, il y a eu cette fois-là. Et ils étaient agréablement surpris. Et ça a vraiment switché un truc, genre, OK, maintenant... Parce que, vraiment, moi, mon parcours artistique, c'est quand même beaucoup construit dans ma famille. C'est vraiment beaucoup, nos parents, ils nous encourageaient à nous exprimer artistiquement et tout. Donc, il y a eu ce moment-là où, waouh, c'était acté comme si c'était mes producteurs, tu vois. C'était acté que, OK, elle, maintenant, elle est rappeuse. Et ensuite, la première fois que j'ai rappé sur scène devant un public, c'était des années après. En gros, à la fin de la fac, j'ai pris une année sabbatique pour me consacrer à mes passions. Et du coup, pendant 1 an, c'était pas que centré sur le rap. Au début, je faisais aussi de la danse, du chant. Genre vraiment, je faisais genre des covers de chant, tu vois, sur YouTube et tout. Et du foot, non? Et du foot, voilà. Et du coup, j'ai commencé à m'inscrire à mes premiers open mic. Et du coup, mon tout premier open mic, c'était en 2018, dans le 20e, dans une maison qui s'appelle... Une maison de jeunesse, quoi, qui s'appelle Mahalia Jackson. Je sais pas si vous connaissez. C'est vraiment la première structure qui m'a porté, qui m'a accueilli et tout. Et ils organisent un open mic, j'y suis allée. Et ça, c'est un soir qui m'a marqué aussi. Genre voilà, j'ai vu la réaction des gens devant mon texte. Je me suis dit, waouh, il se passe un truc, quoi. Et tout de suite après, l'équipe éducative de la maison de jeunes, là, ils m'ont dit, franchement, si tu prenais sabbatique, on a envie d'être là, on a envie de t'accompagner, viens au studio, etc. Et qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait de procurer des émotions aux autres? Ça m'en procure en retour. Moi, vraiment, la scène, c'est une sensation indescriptible. C'est vraiment... Il n'y a rien aujourd'hui... Il y a d'autres artistes, c'est peut-être différent, mais moi, c'est la scène. Il n'y a rien aujourd'hui qui me procure autant de sensations de m'envoler, de planer que la scène. Je sais pas, il y a un truc d'énergie qui se communique. Je vois la réaction des gens. Je me dis, mais c'est ouf. En plus, genre... À l'époque, ce qui est ouf, c'est que je me dis, mais les gens, ils me connaissaient pas mes textes, genre, c'est un truc qui sortait, quoi. C'était une énergie qui les touchait et qui les happait. Mais justement, est-ce que, avant de partir, justement, à cet open mic, aller rapper sur scène, t'es pas passé par la phase studio, juste avant? Non, pas du tout. J'étais jamais allée au studio, ouais. Okay. J'ai mis une bonne année avant d'aller pour la première fois en studio. Entre mes open mic et la première fois que je suis allée en studio. Ouais. Toi, direct la scène, boum. Exact. Mais après, comme j'ai dit, j'étais une enfant qui faisait des spectacles et tout. J'étais déjà habituée en fait à faire des spectacles, quoi. Ça a toujours été mon truc. On peut se rendre compte que dans ton parcours, tu as fait beaucoup de, comme tu disais, de spectacles, de scènes et beaucoup de concours. Ouais. Tu vois, Buzzbuster, Rappeuse en Liberté, le concours Radar aussi. Ouais, tout à fait. Et plein d'autres. Ouais. Beaucoup de tremplins.
Comment est venu cet attrait pour les concours? Il y a 2 aspects. Je pense que déjà, je suis quelqu'un qui aime la compétition. J'ai toujours aimé, rien que dans le sport, tu vois, le foot, tout. Genre depuis petite, j'ai toujours trop aimé gagner des matchs, jouer, tout ça, et gagner. Et donc voilà, du coup, moi, je vois concours de rap, j'y vais, quoi. Enfin, je sais pas, ça m'excite, tu vois. Donc voilà, premier aspect. Et deuxième aspect, c'est quand j'ai compris que ça allait être les concours et les tremplins, ça allait être un vrai moteur d'évolution dans ma carrière. À une époque, surtout, où je découvrais l'industrie, j'avais pas trop de repères côté production, label, etc. Je ramais à sortir des trucs. Le seul truc qui me donnait des vraies opportunités d'avancer, c'était les tremplins. Genre, c'est ce qui m'a permis de rencontrer mon premier booker. Genre, il y a un tremplin, j'ai gagné, le lot, c'était tu rencontres un booker, tu vois. C'est ce qui m'a permis d'avoir mes premiers shootings. Enfin, en fait, les tremplins, souvent, il y avait des lots, en fait, des cadeaux. Okay. Et du coup, ou parfois, tu t'es sélectionné dans un tremplin, donc t'as une formation, genre, ils te formaient à l'industrie musicale et tout. Mais toi, t'as gagné beaucoup de choses parce que tu. Ah, mais du coup, j'ai enchaîné. Ah oui, déjà, trop bien, tu vois. Genre, j'étais fière, je suis fière d'en avoir gagné beaucoup. Mais du coup, plus je gagnais, plus je m'inscrivais à d'autres pour les gagner. En gros, comme un danseur, tu faisais des battles. Grave, c'est ça. Vraiment, je le voyais comme ça. C'était ton argent, entre guillemets, mais c'était les lots. Ouais, okay. C'était des lots quali, quoi. Enfin, pas forcément en money, mais en nature, quoi. Voilà. Et pourquoi pas de nouvelle école? Moi, je te pose cette question parce que moi, j'ai été contacté par des organisateurs qui me demandaient quel artiste serait bien pour ce concours. Et je t'aurais bien vu dans Nouvelle École. C'est vrai. En fait, pour dire les choses sincèrement, ils m'ont pas pris. Ça fait plusieurs fois qu'ils me proposent dans les premières étapes. Donc ça m'aurait étonné qu'elle ait pas tenté. Non, bien sûr, j'avoue, il me manque que ça à gagner là. Non, j'avoue, je l'ai là. J'avoue, ça La Coupe du Monde, c'est ça. Ça me démange un peu, j'avoue. C'est ce qui manque. Ouais, parce que je posais la question, je me dis. En fait, je pense que là, c'est une machine beaucoup plus grosse, avec des rouages trop gros. Du coup, j'ai pas réussi à rentrer dedans, tu vois. Les tremplins que j'ai fait jusqu'à présent, vas-y, t'envoies ton dossier, tu t'inscris. Je sais pas, le truc, il est assez clair. Ouais. Là, en fait, les 3 saisons, il y a eu 3 saisons jusqu'à présent. Je crois que les 3, ils m'ont contacté. Les 3, j'ai passé premiers entretiens, donc entretien téléphonique, entretien visio. Un coup, je suis allée dans leur studio carrément, j'ai rappé devant. Alors, c'est pas les jurys en mode comme tu vois à la télé, c'est genre encore une étape avant, tu vois. Et en fait, je pense que juste, il y a beaucoup de candidatures. Et après, je pense aussi, moi, je soupçonne, j'ai l'impression qu'ils recherchent, je sais pas, des profils très atypiques. En tout cas, ils essayent d'inventer, d'avoir un storytelling précis. Et moi, soit j'ai pas su mettre en avant mon storytelling, soit je pense que j'ai pu sembler trop un peu normal, tu vois, ça va. Genre, ce qui m'avait frappé dans le premier appel que j'ai reçu d'eux pour la saison 1, il m'avait demandé au téléphone, le casteur, est-ce que tu as eu des malheurs dans ta vie? Est-ce que tu peux nous raconter les malheurs? Il avait vraiment dit ce mot malheur, tu vois. Ouais, mais c'est un concours de chant. Voilà, tu vois. Et moi, j'étais en mode, ah non, ça va et tout. Et du coup, j'étais en mode, vas-y, la façon dont je présente les choses, c'est pas assez télé-réalité, tu vois. Donc voilà, mais vas-y, les saisons continuent. C'est vrai qu'il faut pas oublier que, oui, après, c'est de la télé aussi, tu vois. Il y a ce truc-là, pour en avoir fait un petit peu, franchement, ouais, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent raconter des histoires aussi. Ouais, ils veulent des personnages très forts. Et les filles, en plus, quand même, ils en prennent pas beaucoup. Donc j'imagine qu'en plus, si tu veux être prise en tant que fille, il faut avoir vraiment... Enfin, franchement, quand je repense à des personnages comme Crystal, Kenz, ouais, c'est des personnages, quoi. Waouh, tu vois. Ouais. Alors que les mecs, il y en a beaucoup plus des un peu normaux. Genre moi, je pourrais juste être un mec qui candidate à Nouvelle École, tu vois. Mais peut-être qu'en tant que fille, il fallait que je sois encore plus spéciale. Tu vois ce que tu dis là, qu'il faut encore être plus spécial. Parce qu'il y a des débats qui disent que lorsque tu es une fille dans le milieu, tu dois en faire plus. Ouais, j'ai l'impression, moi. Toi, t'es d'accord avec ça? Ouais, j'ai l'impression. Je suis d'accord. En fait, je sais pas, j'ai l'impression déjà que c'est un mélange entre le public et l'industrie, et les deux se nourrissent de freins à l'égard des meufs dans le rap. J'ai l'impression que dans le public, les auditeurs de rap, ils écoutent pas assez de filles, ils ont un problème avec les filles. En fait, je pense que c'est plus une question de business aussi, dans le sens où
pour une maison de disques, c'est une question d'argent. Peut-être que ça génère pas assez d'argent, donc du coup, Et à cause des auditeurs, tu vois, c'est pour ça que je dis, les deux se nourrissent en mode genre. Les auditeurs, ils donnent pas assez leurs écoutes aux meufs, du coup, les maisons de disques, elles vont pas miser dessus. Il y a énormément de femmes qui ont autant, voire plus de qualité que certains rappeurs. Non, ouais, c'est ça. Malheureusement, Et je sais pas, genre, même, tu vois, juste, je me disais, sur l'aspect présentation, genre, aspect physique et tout, pareil, mais parfois, j'ai l'impression que tu verras rarement une chanteuse ou une rappeuse qui est pas au top et tout, à l'image, dans l'interview et tout machin. Alors que t'as plein de rappeurs, leur DA, c'est jogging, tu vois. Et ça va. Donc déjà, tu penses que déjà, en termes d'image, on demande plus. Ouais. Ouais, j'ai vraiment cette impression. Hein. Franchement. Et c'est un mélange entre l'industrie et le public. C'est malheureusement les deux. Il faut jauger, je pense. Ouais. Il y a un truc, il faut trouver un équilibre. Ouais. Et même, tu vois, genre, quand je reviens même au simple exemple des open mic, que moi j'ai beaucoup fait, il y avait très peu de filles dans ces endroits-là. Et en même temps, quand t'arrives en tant que fille, ouais, comment j'étais téma. Genre, et là même, j'avais l'impression de avoir plus de courage que les mecs qui montaient sur scène. Parce que eux, ils arrivaient, on les regardait pas, en fait, genre juste, on les laisse faire leur truc. Que moi, c'était en mode, je sentais que c'est en mode, qu'est-ce qu'elle fait là, qu'est-ce qu'il y a, un ovni. Voilà, et du coup, je sentais que je pense que je devais rassembler plus de courage qu'un mec pour me lancer, tu vois. Ouais, je vois totalement. À ton avis, qu'est-ce qu'il faudrait pour que on ait un autre regard sur les artistes féminines? Je pense plus de modèles. Hein. Donc peut-être ça va prendre du temps, mais plus de... J'essayais de citer, mais voilà, c'est moi. Mais du coup, je suis pas encore très connue, tu vois. Donc j'allais dire plus de Shai, plus de Diams, plus de Chilla. Et encore, je pense que déjà, même en disant Chilla, on n'est pas encore dans une artiste grand public. Donc je pense que peut-être ça va prendre des années, mais que quand il y aura plus d'artistes, rappeuses, qui ont su conquérir un grand public, mais j'avoue, je sais pas, hein, franchement, c'est... Ou peut-être plus d'audace de la part des maisons de disques et compagnie, de l'industrie, quelqu'un qui prenne le risque, quoi, qui se dise, allez, on y va, et on met les moyens dessus. Moi, j'ai peut-être une réponse à tout ça. Partage-la nous. J'ai peut-être une réponse, parce que tu parles de Shai. Moi, Shai, je trouve qu'elle a peut-être réussi à répondre à un élément de réponse, dans le sens où elle apporte ce côté de la rappeuse, peut-être ce côté très féminin, très... En fait, je la vois rapper comme une femme. Je vois une femme qui rappe. Tu vois ce que je veux dire? Elle apporte ce côté féminin. Toi, tu vas t'attirer les foudres. Non, je suis désolé. Il y en a plein, mais pourtant, il y en a d'autres. Les foudres des féministes. Non. Non, mais d'un point de vue marketing, je vois ce qu'il veut dire. Tu vois, je le prends pas en mode c'est lui. Regarde au Victor de la musique. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, c'est vraiment un show de femmes. Tu vois. Mais c'est un peu les rappeuses US, c'est ça aussi. Hein. En fait, c'est en mode il faut accepter de donner à la société ce qu'elle veut. Non, et la société, attention, pour l'instant. Je parle pas de sexualisation. Hein. Attention. Ouais, mais même non, juste de cette image très féminine. Je pense que ça reste une image sexiste, mais c'est ce que la société, elle veut. Genre, faut savoir s'adapter. Mais après, ce que je comprends pas... ne doit pas rapper comme un garçon. Ouais, je capte. Dire, tu vois. Ouais. Et peut-être mais ce que je comprends pas, c'est que pour autant, je trouve que les autres artistes féminines qui sont en train de monter, genre les Chilla, le Juice, Davinor et tout, bah pour moi, elles rappent comme des meufs, tu vois. Enfin, elles sont pas en train d'imiter les mecs, et pourtant, ça apprend pas tant que ça. Je trouve que le Juice et une Shai, c'est pas, musicalement, c'est pas très éloigné de ce qu'elles font. Disons, tu vois, je te rappelle de ce qu'on se disait tout à l'heure. C'est intéressant qu'on parle de cette fille-là parce que, d'ailleurs, justement, j'en parlais hors antenne avec Barbeux, et on a l'impression que justement, il y a une scission entre deux groupes de rappeuses, en fait. Tu vois. Je sais pas comment je pourrais l'expliquer, tu vois, mais il y a une scission entre deux groupes de rappeuses. Là, tu cites le Juice, Chilla, on parle de Shai. Ouais. Et peut-être même des artistes comme toi. Ouais. On dirait que il y a vous et il y a les autres. Ouais. En termes même de visibilité. Ouais. Pourtant, vous faites la même chose. Ouais, je capte. Peut-être des fois même les mêmes chiffres en vrai, tu vois. Ouais. Mais on dirait que c'est... On dirait que vous connaissez pas ou je sais pas. Ah, entre nous, genre. Ouais, j'avoue. On dirait moi, ça me fait bizarre, par exemple, quand je vois les interviews de Shai, où on lui demande de citer des artistes féminines urbaines qu'elle soutient, et elle dit Denden, Théodora, enfin, je suis en mode... Ouais, il y avait d'autres rappeurs que je pouvais citer, trop bizarre. Non, j'avoue, il y a un écart. Après, j'ai l'impression que, comme on n'est pas beaucoup aussi, il y a un écart de notoriété énorme entre chaque rappeuse qu'on peut citer. Tu vois, genre, entre Shai et Lil Juice, en vrai, il y a un écart de notoriété énorme, donc c'est peut-être logique, en fait, elle la cite même pas. Mais nous, comme il n'y a pas beaucoup de rappeuses, on les met ensemble. Alors, en moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord parce que
même si là tu parles de notoriété, mais tout à l'heure tu disais que en termes de présence dans l'industrie, vous n'êtes pas nombreuses. Ouais. Donc du coup, il n'y a pas de gymnastique intellectuelle à faire en réalité. Je suis d'accord. Ouais, normalement les noms ils sortent direct. Ouais. Moi, tu vois, dans tout ça là, moi je trouve qu'il y a une grosse hypocrisie. Tu vois, parce que souvent nous, lorsqu'on fait des émissions, il y a malheureusement souvent cette thématique qui ressort. Tu vois, solidarité chez les femmes. Ouais, du soutien entre les rappeuses. C'est ce genre de choses. Ouais. Et je trouve que les artistes ne sont pas sincères. Ne disent pas la vérité, parce que nous, en plus, on est dans les coulisses, on est en studio, on entend ce qui se dit. Et je trouve qu'elles ne sont pas sincères. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'artistes qui veulent juste garder leur précaré. Ouais, c'est possible. Hein. Tu vois, et pas citer, par exemple, dans une interview, une autre artiste. Ouais, ça, je captais pas, j'avoue. Je constate ça aussi et je comprends pas pourquoi. Mais t'as vu, genre, j'essaie de trouver une réponse, mais c'est peut-être juste un problème d'ego. Parce que la réalité, on peut prendre, entre guillemets, par exemple, les reines, ou peut-être Rappeuse en liberté. S'il n'y avait pas, entre guillemets, ces dispositifs qui étaient mis en place. Un acteur externe qui met le truc en place. Exactement. Est-ce qu'il y aurait eu... On n'a pas vu beaucoup de collabs. Il y en a quelques-unes, mais tu vois, genre Davina et le Juice, elles sont quand même assez proches. Oui, mais pourquoi? Mais peut-être pareil, c'est à cause des reines. C'est peut-être depuis ça. J'avoue, sinon... C'est ça. Mais après, tu vois, pareil, je trouve que même en termes de... Après, tant mieux, en vérité. Tant mieux, mais il faut toujours... Il faut toujours que ça vienne de quelqu'un d'autre. Ouais, je suis d'accord. Pas forcément des artistes. Non, c'est bizarre. Alors que c'est vrai que entre rappeurs mecs, on voit quand même des collabs et tout, etc. Donc, je pense que c'est un mélange des deux. Il y a peut-être un mélange une crainte chez les filles de putain, si je défends pas mon truc à moi, on va me remplacer, tu sais, une crainte irrationnelle. Et il y a peut-être aussi un truc en vrai, oui, on est moins, genre on est beaucoup moins, donc... Peut-être t'as moins le choix. Genre en fait les mecs ils ont l'embarras du choix quand ils veulent collab. T'en croises des rappeurs à tous les coins de rue, forcément tu vas tomber sur un qui te plaît. Que nous, même moi, tu vois par exemple quand j'étais dans Rappeuse en liberté, c'est pas parce que j'étais avec 9 autres meufs que les 9 j'avais envie de feat avec, tu vois. Genre juste ça me parlait pas forcément. Mais comme il n'y en a pas beaucoup, tu devrais y aller parce que c'est ça. Peut-être que l'erreur là, c'est entre guillemets vous voulez créer un game en fait, tu vois, comme les mecs. Il faut peut-être à un moment. Ouais, c'est vrai. Se dire mais non, faut y aller, tu vois, parce que sinon là il manque, il y a peut-être besoin de, c'est vrai, à un moment t'as beau parler de mais le public ceci, mais l'industrie cela, faut faire nos trucs, tu vois. C'est aussi aux acteurs de créer justement un mouvement, tu vois. Tu sais moi, parce que souvent on tire sur l'industrie et moi je pars d'un principe, c'est que l'industrie ils sont juste là pour faire de l'oseille. C'est ça. Bien sûr. Donc maintenant aux artistes de proposer le produit qui va pouvoir générer de l'oseille. Et moi, souvent, on me tire dessus quand je dis ça. Moi, je trouve qu'il y a un déficit de qualité. Et qu'il y a un problème dans les propositions. Ouais, je capte. Parce que on est dans une industrie. Là, on n'est pas dans notre chambre en train de s'amuser. On est dans une industrie pour générer de l'argent. C'est-à-dire que l'idée, c'est de toucher le plus grand nombre. Donc, si aujourd'hui, il y a très peu de femmes qui touchent le plus grand nombre, c'est qu'il y a un problème dans les propositions, à mon sens. Ouais, mais pas que. C'est une des réponses du problème. C'est une des réponses. Mais en fait, tout ça, c'est un cercle vicieux parce que même, tu vois, comment tu veux te mettre dans des bonnes conditions de travail quand déjà, tu as cette pression de... Les gens, ils t'aiment pas parce que t'es une meuf, tu vois. C'est un cercle vicieux. En vrai, c'est juste que c'est plus dur. En gros, genre, oui, bien sûr qu'il y a plus de qualité, mais il faut reconnaître que ça va être plus dur pour les meufs de se mettre dans des bonnes conditions, d'expérimenter, de travailler, de machin, parce que le moindre open mic où tu veux aller, on va te regarder bizarre, que le moindre producteur avec qui tu vas bosser, il va te mansplainer, tout, tu vois, enfin bref. C'est vrai. Mais avec le nombre, justement, la force du nombre, tu vois plus tout ces critiques, tout ça. Vu que vous êtes en communauté, en nombre, tu vois. S'il y avait ça, ouais, ce serait une solution. Mais il faut le créer. Il faudrait. Après, peut-être, est-ce qu'il n'y a pas juste aussi factuellement moins de meufs qui rappent, tu vois, c'est aussi. Moi, je suis pas sûr. Justement, avec tous les dispositifs qu'on a vus, même peut-être avec Nouvelle École ou Rappeuse en liberté ou les Reines ou tout ça, on a vu des rappeuses. Il y en a plein. Il y en a, mais il y en a tant que ça. Hein. Et en développement, même pas arrivé au top. Ouais. En développement, ouais. Il y en a plein. Non, mais il y en a plein, mais c'est relatif, genre en mode. J'ai l'impression que. Si je devais dire une proportion à la louche, je dirais que pour une meuf qui rappe, t'as 50 mecs qui rappent. C'est à la louche, hein, mais je veux dire, je pense qu'il y a beaucoup moins de meufs. Mais de la même façon qu'il y a beaucoup moins de meufs qui jouent au foot, tu vois. Mais genre, ça va changer. Mais le rap, ça reste une discipline qui est vue comme une discipline masculine et où du coup, les meufs vont moins se lancer.
C'est comme si je te dis, il y a au moins de mecs qui font de la danse classique. C'est genre, pour moi, c'est une réalité juste aussi, tu vois. En tout cas, on a commencé déjà un peu essayer de trouver des solutions. Moi, je pense que l'une des solutions, c'est l'union. Exactement. Parce que l'union fait la force. De fou. Et du coup, le fait de créer une communauté va faire qu'on crée un lobby. Et dès lors qu'on crée un lobby, à un moment donné, on s'impose. Et si on s'impose, on est obligé d'être là. Et ça, je le sens aussi, tu sais quoi ? En vrai, je le sens aussi de la part du public féminin. De plus en plus sur les réseaux et tout. Parfois, je me dis, mais en fait, est-ce que je ferais pas une campagne de sponsorisation où je cible que des femmes ? Je sens aussi quand même ce truc qui me fait plaisir, que je commence à voir, où t'as beaucoup de femmes dans le public. Je le vois aussi dans mes concerts et tout, qui veulent ça, qui veulent... Putain, yes, il y a une femme forte devant nous et tout, on va la soutenir, truc, tu vois. Donc ça aussi, je pense que ça va nous aider, la force du public féminin. Genre, tu sais, pas que attendre des auditeurs de rap de vouloir... Ah, pourquoi ils écoutent Niska, mais moi, ils m'écoutent pas. C'est pas grave, on les laisse écouter trucs. Est-ce qu'il y a des filles qui veulent écouter une autre fille faire de la musique ? Oui, bah venez, vous êtes les bienvenus, tu vois. Il y a ça aussi. Le Juice, tout à l'heure, on l'a cité, à qui on passe un grand bonjour, a dit que c'était la meilleure rappeuse. Ouais. Moi, j'avoue, j'ai réfléchi. Enfin, j'ai pas réfléchi à la réponse. J'ai réfléchi à quoi faire. Non, bah, je sais pas. Bah... Attends, c'était quoi ? J'allais réagir, mais il n'y a même pas de question là de ta part. C'est juste ma réaction, quoi. Non, ta réaction, elle est drôle. Mais non, mais tu sais, tu vois, après, ça fait partie du personnage. Oui. Et on est dans le rap, donc il y a ce côté ego trip. Entertainment, tout ça. Maintenant, moi, je suis même pas dans le truc de dire oui, non, j'ai mon avis, je le garde pour moi. Mais moi, si j'avais été artiste, j'aurais saisi cette perche pour créer une émulation, un engouement autour de ça. Et tout à l'heure, je te parlais d'union. Et j'aurais créé un cypher, un freestyle, un truc. Ah, c'est pas bête vu comme ça. Un truc j'avoue. où... Ah, t'as dit que t'étais la meilleure ? Eh ben, venez. Ouais, il y en a d'autres qui peuvent concourir, quoi, à ce titre. Ah, j'avoue. Et du coup, on serait parti de ce qu'elle a lancé, mais on aurait rendu ça... on aurait laissé ça dans la bienveillance, sans rentrer dans un clash. On n'est pas dans la C'est une bonne idée, ça, franchement. Et du coup, on aurait créé un truc tous ensemble, ce qui aurait permis de mettre les projecteurs sur chacune des participants et montrer à l'industrie, au public, qu'il y a des putains de rappeuses. Excusez-moi pour... de fou, hein. Bah, c'est vrai que moi, quand j'ai vu ça, ma première réaction, elle a été plutôt individuelle. J'étais en mode, je me tâte. Est-ce que je fais pas un freestyle pour lui répondre, tu sais ? J'ai pas du tout pensé à ça. Vous avez toutes pensé à ça. Mais oui, mais sauf que faire cette dimension de... Venez, on crée quelque chose de collectif et d'artistique, quoi, et de positif, c'est bien vu, ça. Hein. Ouais, mais parce que négatif... Ça sert à rien. C'est ce que tout le monde attendait. Ouais, c'est ça. Et le problème du négatif, c'est que ça aurait servi à personne. Au final, là, il y a juste eu rien. Tu vois ce que il y a juste eu pas de réaction, pas de réponse. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'elle a lancé son truc, elle est dans son personnage. En plus, c'était la promo de son projet. Oui. Donc, c'était bien joué. Mais moi, je pense que pour un élan collectif... c'était une opportunité. C'était c'est vrai. Elle a lancé un truc. Et moi, j'étais là, j'ai dit, mais il n'y a personne qui se saisit de ça. Tu vois, c'est vrai. Et je trouve que, tu vois, quand tout à l'heure je te parlais de propositions, d'audace, et c'est de ça que je parlais. Ouais, de fou. C'est intéressant ce que tu dis. On va arriver sur tes projets. Donc du coup, le premier projet que tu as sorti, est-ce que tu peux nous redonner le nom ? Ouais, Nuit Blanche. Nuit Blanche voilà. Au pluriel. C'était un EP ? Un EP, 5 titres, en avril 2024. 2024 ? Ah d'accord, donc 2024-2025. Ouais. Ça va, c'est des EP qui sont quand même rapprochés. Ouais, tout à fait. C'était ton premier projet abouti ? Ouais, exactement. Avant, il n'y a eu que quelques singles, des séries de freestyle. Et là, voilà, enfin un premier projet. Donc, Bonne Fête, yes. un de mes singles forts, franchement, avec Equinox à la prod. Il paraît. Et non, voilà, Nuit Blanche, j'étais super contente parce que, enfin voilà, là on n'en a pas forcément parlé, mais effectivement pendant toutes ces années où j'ai avancé, moi c'est vraiment la scène qui me portait, grâce au tremplin et tout. Mais côté disque, c'était vraiment compliqué. J'ai eu des galères avec des labels indés, j'arrivais pas à sortir mes projets et tout, alors qu'il y avait des Excuse-moi, sons prêts. Mais ça aussi c'est un thème. Il y a trop de choses. Toutes les artistes féminines, que ce soit chanteuses ou rappeuses, c'est vrai, on a toutes des avaient histoires un comme ça. souci avec les producteurs, mais
Et plus chez les meufs que chez les mecs? Ouais, bon. Les mecs aussi ont leurs soucis. Ouais, mais chez les meufs, c'est toujours un peu le même schéma. Ouais. Est-ce que c'est pas le schéma de la désillusion, genre pas, mais... t'as cru à un truc, t'as cru à un rêve? Ouais, mais parce que, tu vois, on le disait en off, il y a toujours un peu ce mythe, tu vois, on parlait tout à fait. du mythe du producteur qui me sort de ma condition. Ouais. Tu vois. Non, mais après, moi je pense que, je vais encore parler des biais sexistes et tout, mais malheureusement, que ce soit dans la musique ou autre, les femmes, on n'est pas assez éduquées, que ce soit dans littéralement l'éducation ou la culture, à nous dire qu'on peut être des boss ladies et à prendre en main les trucs, quoi. On nous éduque à devoir obéir à quelqu'un, vraiment. Donc c'est peut-être pour ça qu'on retrouve plus ce schéma-là chez les filles, parce que j'avoue, moi j'ai mis du temps perso à me dire, alors que, pourtant je suis plutôt quelqu'un qui a du leadership et tout, mais je sais pas, j'ai mis du temps à me dire, en fait je peux être ma propre productrice et tout. Et c'est même pas une fin en soi, là je le fais plus parce que, en mode, en fait j'y arrive, ça marche très bien. Mais alors moi c'est vrai que pour le coup, tu vois, on parle aussi d'audace et tout, d'entrepreneuriat. Je trouve que dans tous les domaines confondus, il y a beaucoup plus d'hommes entrepreneurs. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans la musique, où les meufs vont peut-être un peu plus attendre que quelqu'un prenne les choses en main pour eux. Et c'est triste. C'est triste, j'espère que ça va évoluer. Là, tu parlais de boss lady, t'en es une maintenant. Quel changement t'as pu voir entre le fait d'être signé dans un label et être à la tête de son propre label? Déjà dans les résultats. Parce que, après... C'est peut-être parce que ça se passait pas stratégiquement bien comme il fallait. En fait, le truc, c'est que dans les labels où j'étais signée, c'était tellement des petits labels indés que, en fait, je fais au moins aussi bien. C'est pas comme si j'avais quitté Sony, tu vois. Donc, en fait, dans les résultats, j'arrive à être... J'ai moins de friction, je sais où je vais, je fais mon truc, je décide. Franchement, le fait de décider aussi, ça m'a fait gagner. Et tu sais ce que tu veux, je sais ce que je veux, je sais ce que je fais. Ouais. Et du coup, ça déroule, en fait. Donc, déjà, premier changement, ça déroule. Il y a des résultats. Et aussi, je pense que j'ai moins peur, j'ai un stress en moins. Tu vois, parce que mine de rien, quand t'es un producteur, t'as un peu un patron. Et du coup, tu veux aussi lui plaire. Mais c'est bien, tu vois. Alors que là, je suis en mode. Elle dit les mots qu'elle utilise. Ouais. Elle a conscience que c'est un patron. Bah ouais, c'est ça. C'est comme un travail, tu vois. C'est ça. C'est bien. Alors que là, du coup, comme t'es ton propre patron, vas-y, t'as que toi à satisfaire d'abord, tu vois. Mais mine de rien, ça t'a quand même servi d'exemple et de leçon. Ah ouais, bien sûr. D'être signé. Ça m'a fait beaucoup apprendre. Parce que là, maintenant que tu es seul, tu vois les difficultés. Ah ouais, maintenant tout s'aligne, tout le puzzle se complète, tu vois. En fait, je suis en mode, mais putain, c'est ça, tout ce dont il parlait, les trucs qu'il faisait mal. Mais en tout cas, c'est ça dont il voulait parler. Du bon quand même. Et du coup, maintenant, j'arrive. Dans mon expérience perso, le meilleur truc que ça m'a apporté d'être en label, c'est le travail artistique. C'est vraiment que ça m'a fait évoluer artistiquement. Ça m'a fait travailler en studio parce que, comme on l'a dit, moi, j'étais pas du tout une artiste de studio. Les premières fois que je suis allée en studio, c'était catastrophique. Il y avait rien qui sortait, pas d'émotion. Donc, ça m'a vraiment fait bosser ce taf d'interprète. Mais par contre, non, en termes de stratégie de développement de projet, j'ai appris ce qu'il fallait pas faire, quoi. Ou en tout cas, j'ai fait ce qu'on avait jusqu'à présent pas fait pour mon projet. Je l'ai fait toute seule, tu vois. En tout cas, bravo. Et du coup, ton premier EP, il a été reçu comment par les médias ? Très bien par les médias, beaucoup d'enthousiasme. J'ai eu plus de retours quali que quanti, on va dire, sur le premier. Okay. C'était un peu en mode, c'est la belle surprise, on entendait vaguement parler de cet artiste, il y a enfin un truc qui sort et tout. Donc ça, c'était cool. Et c'est plus sur le deuxième projet qu'il y a eu un premier petit break, en termes vraiment de retombées quanti, même dans les types de médias qui ont Diamant Noir qui vient de sortir. Là, il y a eu vraiment un break. Et ça s'est fait grâce à plusieurs choses. Déjà, parce que j'ai beaucoup plus bossé l'image de Diamant Noir que de Nuit Blanche. Ça, c'est un step, une évolution dont je suis vraiment contente. Et j'ai réussi à beaucoup plus utiliser la force des réseaux sociaux aussi. Et qui a fait que du coup, les retombées, l'intérêt des médias et tout, je l'ai attiré, j'ai même pas demandé, tu vois. Genre, c'est en mode, d'eux-mêmes, ils se sont intéressés au projet parce qu'ils rayonnaient organiquement, en fait. Donc ça va, les médias, ils le reçoivent bien, parce que c'est vrai que souvent, on entend aussi que les médias sont frileux à recevoir des artistes. Ouais. Franchement, j'ai toujours été contente du soutien des médias, etc. Parce qu'après, c'est aussi que, je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit non plus le truc le plus game changer. Enfin, je suis en mode, si ton projet décolle pas, c'est pas la faute des médias, quoi. Enfin...
c'est le. Vas-y, pour moi, les médias, c'est un bonus et tout. C'est pas eux qui vont changer. Et aussi, tu vois, le truc, ça, je m'en suis rendu compte aussi, c'est un truc que j'ai démystifié parce que je suis déjà passée dans des gros médias, genre Combini, Brut et tout, ça n'a rien changé. Hein. Si derrière ton projet, il est pas prêt. Donc, non, genre, oui, peut-être qu'il y en a, ils sont frileux, mais en tout cas, c'est pas grave. C'est pas ça qui va, pour moi, c'est pas ça qui va changer ta carrière. C'est plus le contenu du projet qui est important. Le contenu, et si t'as déjà une communauté grandissante. Moi, ça m'est arrivé de passer dans des médias, des gros médias trop tôt. En mode, en fait, personne te connaît et tout. Ça sert à rien, tu vois. Il y a eu 1 an d'intervalle entre les 2 EP, du coup, Nuit Blanche. Ouais, presque 1 an, ouais. 9 mois, c'est avril et janvier. Et le dernier, quelle leçon t'as pu tirer du précédent que t'as pu appliquer pour le suivant? Vraiment l'image. Je dirais que c'est le truc principal. En fait, premier EP, l'image, on l'a vraiment fait maison. Avec mon copain qui est photographe. Il n'est pas photographe artistique en plus, il est photographe, il a une boîte qui organise des shootings photos, famille, animaux de compagnie et tout, donc tu vois, rien à voir. Donc on a fait le truc en mode, fait maison, vas-y, j'ai pas beaucoup de budget, j'ai mis tout l'argent dans la musique. Pour l'image, c'est pas grave, viens, on fait vite fait, tu me filmes 2-3 capsules et tout. Et du coup, j'ai pas fait du gros taf et des gros efforts sur l'image de l'EP1. Et c'est un truc que j'avais vraiment envie de changer pour l'EP2. Et parce que c'est aussi un retour que j'avais de la part des pros, de ce truc de mais on n'identifie pas encore bien c'est qui Jushani, c'est quoi, tu vois. J'avais cette lacune quand même qu'on me rapportait pas mal. Et du coup, sur l'EP2, j'ai décidé de mettre un billet dans la DA image. Donc j'ai engagé une DA, une meuf, Elisa Sino. Et c'est bien ça. Dédicace. Ça là, tout ce qu'elle dit. Mais vraiment, comme tu dis, comme tu disais tout à l'heure en off, ça fait partie, il y a quand même une méthodologie que tu peux suivre. Et moi, j'ai dit, vas-y. Après, ça demande des moyens, ça demande du travail. C'est-à-dire, moi, j'ai passé des entretiens pour trouver la DA, tu vois. Voilà. Mais entretien, billet, tu la briefes, on discute et tout. Et le résultat, je suis trop contente. Et sans tout ça, tu vois, je vais pas dire que tu veux pas réussir, mais tu es obligé, justement, de passer par certaines étapes. Pour justement la réussite d'un projet, sinon c'est mort. Ouais, c'est ça. Et une DA, c'est important. Ouais. DA, un storytelling, tout ça. Exactement. Tout ça, t'es obligé. Même le storytelling, c'est vraiment l'étape que j'ai passée entre les 2 EP. Et ce qui est important aussi, que j'ai entendu là, de ce que t'as dit, c'est que t'écoutes les critiques. Ah ouais, bien sûr. T'es attentive. Ouais, je suis attentive au feedback. De ouf. Feedback, c'est-à-dire global, positif, négatif. Moi, j'ai retenu quelques phases dans certains de tes morceaux du dernier EP, que j'invite les gens à aller écouter. Dans Carbonado, il y a un moment, tu dis « La musique est une thérapie ». Ouais, c'est vrai. Tu en as encore besoin de la thérapie? Ouais, je pense. Parce que tu t'en parlais au départ de notre entretien, tu disais que... Ça allait être un entretien psy, là, l'interview, de fou. En fait, je crois que juste parler, exprimer ses émotions, c'est important pour la santé mentale de tout le monde, quoi. Même quand tu vas chez le psy, tu parles, quoi. Donc, même, tu vois, il y a plein de trucs de développement personnel qui te conseillent, genre le matin, d'écrire dans un carnet où t'en es, ce que tu ressens et tout. Donc, franchement, moi, quand je dis la musique et une thérapie, c'est plus l'écriture même. Okay. C'est vrai que pour moi, le fait d'écrire, je pense ça me prévient de pas mal de problèmes que je pourrais avoir, mais du coup, par anticipation, je les traite en écrivant. Dans Tempête, je vis de mes rimes. Waouh, ouais. Et c'est que cet extrait-là. En fait, j'ai pris celui-là. Est-ce que je le mérite? C'est ça, je vis de mes rimes, est-ce que je le mérite? En fait, je suis hyper reconnaissante, moi, aujourd'hui, de ce que je fais, de ce qui m'arrive. En fait, c'est fou, genre même si j'ai encore tellement de chemin à parcourir et je me dis déjà mais c'est pas assez et tout, quand je regarde 5 ans en arrière, je sais que si à 5 ans j'étais tombée sur mon profil, j'aurais dit moi je veux être elle, tu vois. Du coup je suis hyper reconnaissante et effectivement j'ai passé aussi ce step là de faire que de la musique. Ça fait 2 ans que je fais que de la musique, que voilà, j'ai l'intermittence, tout ça, quoi. Enfin, du coup je suis en mode mais c'est ouf là, enfin, c'est un vrai step de vivre de rimes, genre j'écris des rimes et c'est mon métier, quoi. C'est beau ce que tu dis. J'aimerais être elle. C'est un parlant truc. De toi. Mais tu sais qu'elle a un truc que même plein d'artistes n'ont pas. C'est l'intermittence. À bosser, hein. Il y a plein d'artistes qui galèrent. C'est vrai. Ouais, ça, je me demande beaucoup comment les autres artistes y font, c'est vrai. Ils galèrent. Mais on dirait qu'elle a vu
ma prochaine. Dans Brillance, elle dit la vie d'artiste, en vrai, c'est la Hesse. Ouais, c'est quand même la Hesse. Parce qu'en fait, genre, je pense, je sais pas, j'ai l'impression que de la part du grand public ou des artistes, des aspirants artistes, on voit que tout de suite les stars, quoi. Et on se dit, mais artiste machin. Alors qu'en fait, je crois que ça, ce qu'on voit, c'est le sommet de l'iceberg. Mais 99% des artistes, c'est dur. C'est un peu beaucoup. Je dirais 90 ? Apparemment, de ce que j'ai vu, on peut dire, 75 à 80% des artistes ne touchent même pas le SMIC. Ouais, donc t'as vu, c'est chaud. On voit des choses, on les invite à gauche, à droite, au resto. Ouais, alors qu'il y a un vrai projet qui vit, en fait. Mais c'est dur. C'est hyper dur. Il y en a qui travaillent encore. Hein. Ouais, c'est ça. Il y en a qui travaillent. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu une artiste, moi ça m'a choqué. Signée en maison de disque, tout. Hein. Mais ça m'a choqué, mais en même temps, ça me choque pas. Mais il n'y a pas un plan de travail. Ouais, non, c'est chaud. Tu vois, tu te dis, ah ouais. Ben moi, tu vois, c'est dur. Hein. En vrai. Sur les réseaux en plus, mis sur Instagram. Ah ouais. Il n'y a pas un plan pour un taf dans la sneakers. Moi, tu vois, en réalisant ça, tu sais, je me dis que malgré même le step de l'intermittence et tout, c'est pas exclu que je retravaille un jour. Hein, parce que je me dis. Parce que même dans ce truc d'intermittence, t'as ce truc où chaque année, tu dois valider ton. Ça reste précaire. C'est un boulot aussi. Tu vois, franchement, c'est pas. J'ai intermittence, ça veut dire, ouh, ça y est, jusqu'à 60 ans, ma vie, elle est truc. Non, c'est. Non. Chaque année, faut se battre, t'es là, tu dois trouver des cachets et tout. La musique, c'est dur. Est-ce que tu peux me dire de quoi tu voulais parler dans le morceau Iliana ? Liana, ouais. Liana, pardon. Liana. Je dis Iliana parce que c'est le nom de ma fille. Mais non. C'est un automatisme. En fait, moi, c'est ma petite sœur qui s'appelle Liana. Liana, ok. Ouais, moi, voilà. c'est Iliana. Moi. Et du coup, je parle dedans des normes de beauté qui pèsent sur les femmes et que je compatis. Je compatis avec celles qui ont l'impression de ne pas atteindre ces normes, comme avec celles qui sont peut-être coincées dans ces normes-là, quoi. Donc voilà, c'est ça dont je parle. Et c'est aussi un clin d'œil à ma petite sœur pour lui donner de la force à toutes les filles en mode vous êtes toutes belles et venez. Voilà. Et je sais pas quand il sort le podcast, mais je glisse quand même que. Non, attendez, après il sort dans. C'est quoi l'échelle ? Quelques jours ou quelques semaines, genre ? Allez, dans quelques. Allez. C'est lui le monteur, mais je vais le booster pour que ça sorte vite. Allez, quelques semaines, jours. Bon, non, mais du coup, sans en dire trop, le morceau Liana va être de nouveau mis en avant et le message va être encore mieux compris. Le podcast sortira après la mise en avant, si tu veux. Non, mais vas-y, franchement, ça fait dans tous les cas, toute pub est. En tout cas, c'est important. Tu sais, tout à l'heure, je te parlais de propositions. Je pense que ce genre de morceau est important parce que on est beaucoup dans l'entertainment, tu vois, beaucoup dans du futile, je trouve. Et avoir des discours comme celui que tu tiens dans ce morceau, je pense que c'est super important. Merci. Vraiment. Tu parlais de Boss Lady. C'est une philosophie qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Ouais. Moi, je voulais savoir, est-ce que tout le monde peut l'être ? Et c'est quoi ton quotidien ? Je suis pas sûre que tout le monde peut l'être. Franchement, je pense que chacun a ses aspirations. Il y a des gens, ils aiment... Moi, en plus, franchement, pour être honnête, j'irais plus, si je repasse au français, moi, je suis plus une intrapreneuse qu'une entrepreneuse. Genre là, je suis dans une phase de bon, vas-y, j'ai pas le choix, faut que je fasse mon truc toute seule. Mais en vrai, moi, je préfère être dans une structure qui tourne bien et faire mon projet dedans, tu vois. Genre, je viens du marketing et moi, de base, ma bonne place dans la société, c'est être cadre supérieur. Tu vois, en mode, j'ai mes projets, j'ai mon équipe et tout, mais c'est pas moi qui ai la charge mentale de l'entreprise. Et il y a des gens, ils sont bien être employés. Enfin bref, chacun a sa place. Donc, je suis pas sûre que tout le monde peut être ou veut être une boss lady et il y a pas de souci à ça. Et après, mon quotidien, c'est du coup de beaucoup, grosse charge mentale, beaucoup penser à la stratégie, au financement, plus que, au moins autant que la musique. Donc voilà, c'est ça. Hein. Et ça fait du boulot. Pour répondre de façon encore plus concrète, peut-être pas quotidiennement, mais on va dire sur une période hebdomadaire, c'est quand même écouter des instrus qu'on m'envoie, écrire des sons, mais aussi beaucoup, chercher mes prochaines collabs visuelles, je sais pas, checker ma SACEM, faire des calls avec ma manageuse, avec mon booker, repérer les festivals, enfin... Mais dans tout ça, là, tu cherches pas de feat aussi, non ? Si, en plus, vraiment, là, c'est moi, 2025, c'est l'année des feats, normalement. Avec des femmes ?
Ouais, avec tout, franchement tout. Chanteuse. Ouais, si. Chanteuse aussi, j'aimerais aussi ouvrir, pas forcément faire que du rap. Oui, il faut. Mais je pense que j'avais besoin de, tu vois, surtout après... Même rappeur aussi en soi. Ouais, de fou, mais avec plaisir. En fait, j'avais besoin, après plusieurs années, à me sentir un peu bloquée en mode, putain, j'arrive pas à sortir mes sons. J'avais besoin de sortir mes trucs, tu vois. Et maintenant, là, ça m'a... Sortir 2 EP, ça m'a fait du bien, ça m'a soulagée. Pas facile. Et je suis plus sereine maintenant dans l'idée d'aller collab. Tu vois. Là, tu as fait 2 EP coup sur coup, 2024-2025. Toi, tu es dans quel camp? Ceux qui disent que les albums ne servent plus à rien ou qu'il faut quand même avoir, dans sa discothèque, son propre album? Bah, je suis quand même plus du côté de... Parce que c'est 2 camps un peu extrêmes, mais plus du côté de... Ça sert pas forcément à grand-chose, mais dans le sens où c'est pas pressé. Pour moi, en tout cas, ça sert à rien de sortir un album trop tôt, quoi. Ouais. J'avoue, je sais même plus, je sais pas à quoi ça sert. Je me dis, c'est peut-être un signal pro, genre en mode t'as sorti un album, donc tu vas être plus invité en festival, je sais pas. Mais je sais pas si je peux répondre à ta place, mais peut-être que pour toi, c'est peut-être pas le moment. C'est ça, pour moi, c'est une question de timing, ça urge pas. Peut-être tu te dis que t'as peut-être pas encore la base fan qu'il faut encore. Pour moi, c'est ça. En fait, je trouve que dans un album, vas-y, tu mets beaucoup d'énergie, de morceaux différents, de trucs, faut que les gens ils écoutent. C'est pour que des gens écoutent. Moi, il y a plein d'artistes que je vois à peine émergents sortir des albums. Je me dis, pourquoi t'as fait ça, genre, t'as gâché tes chansons là. Tu vois, donc non, moi j'ai l'impression qu'en plus, même je sors des EP, mais les gens ils disent album. Enfin, tu vois, même le public il se rend même pas compte. Je vois des stories en mode le nouvel album de Jushani, trop bien. Donc en fait, moi je parle de projet, tu vois. Et pour moi, un album, c'est juste, t'as mis beaucoup de sons dedans, donc si t'as mis beaucoup de sons, vaut mieux attendre qu'il y ait beaucoup de gens qui aillent l'écouter. Mais est-ce que c'est pas déjà un indicateur quand le public qui a par exemple un EP de 5-6 titres et qui dit que c'est un album, ça prouve que si tu lui sors quelque chose avec 17, 16 morceaux, pour lui ce sera... Ça va être trop long. Ouais, clairement. C'est possible. Clairement, là, on est dans la réduction des formats au max. Hein. Regarde... je crois dans la vidéo. Je crois que c'est Neige a sorti une succession d'EP, même pas d'album. Donc tu vois que c'est... Ouais, ça devient chaud, hein, les albums. Hein. J'avoue, je sais plus à quoi ça sert. Surtout vraiment. avec le streaming, tout ça, là. C'est ça. Ouais, c'est chaud. Le podcast touche bientôt à sa fin, mais j'ai une dernière question. Moi aussi, j'en ai une dernière. Moi, je voulais te demander qu'est-ce que ça fait d'avoir fait la première partie de l'un des plus grands groupes de l'histoire du rap français. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, ça m'a fait un boost de confiance énorme. Il faut savoir qu'en plus, cette première partie, c'est IAM qui a choisi l'artiste. C'était un tremplin en plus à la base. Hein. Genre, il fallait candidater. Qui veut faire la première partie d'IAM? Spécialité, quoi. Ouais, je te jure. J'ai vu ça, j'ai dit, ça, c'est pour moi. Et vraiment, le jour de l'Olympia, on s'est rencontrés. Ils ont tenu à me dire, ouais, on a vraiment écouté, on a aimé tel son, on a aimé tel truc. Ah, lourd. Wesh. C'est lourd. Moi, ça m'a... En fait, en plus, c'était quand même relativement à mes débuts, tu vois, c'était en 2021. Et du coup, je pense que c'est un des moments où je me suis dit, ok, c'est vrai, là, je suis artiste. Ça m'a quand même fait une validation, hein, quand même. I am, tu vois. Donc, j'étais en mode, c'est bon, je suis pas en train de jouer la comédie. C'est un vrai truc que je vis, c'est une vraie démarche. Et c'était, voilà, un sentiment de reconnaissance fou et ça m'a donné beaucoup de force. C'est lourd. Moi, j'ai juste une dernière question. Ça va concerner la suite, hein, mais du coup, la suite, c'est quoi? Vraiment, qu'est-ce qui va se passer là? La suite très concrète, c'est un 3e EP, parce qu'en fait, l'idée, c'est de faire une trilogie. Nuit blanche, diamant noir, mystère. Genre vraiment, je sais même pas encore... Attends, excuse-moi, mais tu sais que diamant noir, moi, dans mon esprit, je pensais vraiment que tu faisais une ref à Lady Lesty. Ah, c'est drôle. Tu sais, je pensais vraiment que c'était... Non, même pas. Ok. Bah, non, c'est presque une coïncidence, mais au passage, dédicace à elle. Hein. Ouais, force à elle. Et donc, ouais, prochaine étape, 3e tome de la trilogie. Prochaine étape, mes premières collabs aussi, des premiers feats à venir. Et pour l'instant, j'ai du mal à voir plus loin que ça. J'espère juste continuer à avoir de plus en plus de gens qui découvrent mon projet. Quoi. 2026 pour la Coupe du Monde. Mais yes. Là, on parle de diamant noir, mais il y a une fin à ce que tu dis. Les médias m'ont comparé à un diamant brut de 1000 carats. Ouais. 200 carats, pardon. 200 carats, ouais. Non, c'est vrai, en fait, c'est juste que j'ai souvent ce retour de la part des médias ou des pros de c'est un talent brut, on a hâte que... Ah ouais, mais toi, tu sais, j'ai beaucoup eu ça de... Ah, mais t'as du talent, mais quand tu vas... En fait, ce truc aussi de quand tu vas être
travaillée, tu vois. Après, je me suis travaillée moi-même au final. Mais justement, attends. Pour toi, là, pour vraiment passer ce step, tu vois, qu'est-ce qui te manque, selon toi? Il faut que tu améliores là tout de suite, là, pour passer le step? Il y a 2 choses pour moi. Moi, j'ai une lacune que je me reconnais, mais je sais que je vais devoir vraiment bosser et sortir de ma zone de confort pour faire ça. C'est que, en fait, je vais me confesser, je comprends rien, genre au mixage son et tout. J'ai aucune compétence tu vois. Genre, moi, je suis là, j'écris des sons et tout, mais en gros, j'arrive pas à challenger le niveau de production de ma musique. En mode, je fais confiance aux gens à qui je travaille, je suis incapable de faire un retour critique. Genre, en gros, moi, il faut que je fasse écouter à d'autres ingé-sons pour faire un retour à mon ingé-son, tu vois. C'est déjà bien. Du coup, je trouve des techniques, tu vois. Mais je trouve que c'est un des trucs qui me frustre aujourd'hui, c'est de me dire, putain, il y a un truc que j'arrive pas à... Ça, c'est après, Oui, c'est ça. Mais je sais qu'il y a des artistes qui, quand même, se foutent un coup de pied au cul et font un effort pour comprendre certaines bases du son, tu vois. Donc, il y a ça. Et autre chose, que ça vienne de moi ou d'ailleurs, je trouve que, vas-y, il faut de l'argent pour avoir une plus grosse force de frappe ou il faut des moyens. Donc, de l'argent ou une maison de 10, j'en sais rien, mais tu vois, Allô, je pense que j'ai ce qu'il faut pour toucher un public grandissant. Il grandit, il va continuer de grandir. Mais pour passer un step en termes de qualité et de rayonnement, il me manque certaines skills que j'ai envie d'acquérir et il me manque une force de frappe qui va se faire soit en gagnant au loto, soit en signant, je sais pas où. Continue le boulot et tu verras qui viendront. Il faut continuer à travailler. En plus, c'est vrai, en vrai, genre sur le truc de signer et tout, en vrai, de vrai, je pense que c'est hyper rare les artistes totalement indés comme moi qui passent. Tu t'es bloqué à un moment, tu vois. Franchement, les artistes qui ont de la visibilité, ils ont au moins une belle distrib, tu vois. Donc voilà, pour moi, il manque quand même ça. C'est vrai ce que je dis. En tout cas, c'est tout le mal qu'on te souhaite, vraiment. Nous, on invite tout le monde à écouter Diamant Noir. Merci. Parce que tu vaux 100 carats. Et qu'il y a de beaux morceaux dedans. Yes. C'était Diva le podcast avec Shani. À la prochaine. Ciao. À la prochaine, merci. Ciao.